Tu sais, ce moment étrange où tu regardes autour de toi, dans une réunion, dans un bus, au milieu d'une conversation banale, et tu as cette sensation bizarre que quelque chose ne colle pas avec les autres, avec toi, comme si une partie de toi regardait la scène de l'extérieur et se demandait « Mais qu'est-ce que je fais vraiment là ?» C'est une sensation que la plupart des gens ignorent. Ils la rangent dans un tiroir mental étiqueté « fatigue » ou « déprime passagère ». Mais toi, si tu es là, en train de regarder cette vidéo, tu sais que ce n'est pas si simple, parce que cette sensation revient. Elle revient toujours. Ce que tu t'apprêtes à entendre n'est pas une théorie spirituelle de plus, ce n'est pas une conférence, ce n'est pas un sermon. C'est une conversation entre toi et quelque chose que tu portes depuis bien plus longtemps que cette vie. La théosophie n'est pas venue avec des réponses fabriquées pour te rassurer. Elle est venue avec des questions que presque personne n'a eu le courage de poser à voix haute. Et avant que cette vidéo se termine, quelque chose en toi va reconnaître ce qui va être dit ici. Pas parce que tu l'as appris, parce que tu l'as déjà su. Commençons par le début, pas le début de ta vie, le début de ce sentiment. Tu ne t'es jamais senti complètement d'ici. Et je ne parle pas d'une ville, d'un pays ou d'une culture. Je parle de ce monde, cette dimension. Cette façon d'exister où tout tourne autour de l'argent, de l'apparence, de la performance, de la survie. Tu regardes les gens autour de toi s'acharner sur des choses qui te semblent si superficielles et tu te demandes si tu es le problème, si c'est toi qui as quelque chose qui cloche. Mais laisse-moi te dire quelque chose que personne ne t'a jamais dit franchement. Cette sensation n'est pas un défaut, c'est une donnée, une information, un signal. La théosophie appelle ça la mémoire cosmique. C'est l'idée que l'âme, ou ce que nous allons appeler la conscience profonde, porte en elle une empreinte de quelque chose de bien plus vaste que cette existence terrestre. Et cette empreinte, dans certains moments de silence ou de crise, remonte à la surface. Elle te fait regarder le ciel d'une certaine façon. Elle te fait ressentir une nostalgie pour quelque chose que tu n'as jamais vécu dans cette vie. Elle te fait pleurer devant une musique sans comprendre pourquoi. Ce n'est pas de la sensibilité excessive, c'est de la mémoire. Une mémoire que le monde moderne a tout fait pour étouffer depuis le moment où tu as poussé ton premier cri. Dès la naissance, on te donne un nom, puis une nationalité, puis une religion ou une absence de religion, puis un rôle social. Tu deviens le fils de quelqu'un, l'élève de quelqu'un, le collègue de quelqu'un. Et à chaque couche qu'on t'ajoute, cette mémoire cosmique s'enfonce un peu plus profondément. Pas parce que les gens autour de toi sont mauvais, mais parce que eux aussi ont subi le même processus et ils t'apprennent ce qu'ils savent, ce qu'on leur a appris à savoir. Alors cette sensation d'étrangeté que tu ressens parfois, elle n'est pas un signe que tu es perdu, c'est le signe que tu as encore quelque chose d'intact en toi que le monde n'a pas réussi à effacer complètement. Maintenant, parlons d'un mensonge, un grand mensonge, pas le genre de mensonge que quelqu'un a décidé de te raconter un matin en se levant. Non, le genre de mensonge qui s'est installé progressivement dans la pensée collective, jusqu'à devenir une évidence tellement partagée que personne ne la remet plus en question. Ce mensonge, c'est la définition de la conscience que la science moderne nous a vendue. On t'a appris que la conscience est un produit du cerveau, que ta pensée, ta perception, ton sentiment d'exister, tout ça serait le résultat de neurones qui s'activent, de synapses qui se connectent, de processus biochimiques qui se déroulent dans ta boîte crânienne. Autrement dit, tu es une machine biologique suffisamment complexe pour avoir l'illusion d'être vivante. Et quand la machine s'arrête, tout s'arrête. Fin. Mais voilà le problème. Cette théorie a un gouffre logique gigantesque que la plupart des scientifiques eux-mêmes reconnaissent en privé. On l'appelle le problème difficile de la conscience. En anglais, on dit « the hard problem of consciousness ». Et ce problème est simple à formuler. Si la conscience est juste le résultat de processus physiques, pourquoi y a-t-il quelque chose que ça fait d'être toi? Pourquoi est-ce qu'il y a une expérience subjective? Pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas dans le noir? Comme un robot qui traite des données sans rien ressentir?
Aucun neuroscientifique au monde ne peut répondre à cette question. Pas parce qu'il manque d'intelligence, parce qu'il cherche la réponse au mauvais endroit. La théosophie, elle, a retourné le problème il y a plus d'un siècle. Et si le cerveau n'était pas la source de la conscience, mais son récepteur? Et si ce que tu appelles pensée n'était pas généré par ton cerveau, mais capté par lui, comme une antenne capte un signal radio? Le signal existait avant l'antenne. Il continuera d'exister après qu'elle soit cassée. L'antenne n'est pas le signal. Elle est juste l'outil qui le rend audible dans ce monde-ci. Cette inversion de logique n'est pas qu'une idée philosophique élégante. Elle change tout. Elle change ce que tu es. Elle change ce qui survit à la mort. Elle change la façon dont tu comprends ta propre existence. Et le plus troublant, des chercheurs modernes comme David Chalmers, comme Rupert Sheldrake, comme même certains physiciens quantiques commencent à murmurer la même chose. La conscience n'est peut-être pas dans la matière. La matière est peut-être dans la conscience. Voilà, on pose ça là, et on continue. Parce que maintenant qu'on a ébranlé ce que tu croyais être la base de ta réalité, il faut parler de ce que tu es vraiment. Et là, accroche-toi. Parce que la théosophie ne te dit pas que tu as un corps et une âme. Elle dit que tu es une âme qui opère à travers plusieurs corps simultanément. Plusieurs. En même temps. Le corps physique, celui que tu vois dans le miroir, c'est juste la couche la plus dense, la plus visible, la plus lente. Mais il y a le corps éthérique, une matrice énergétique qui dépasse légèrement les contours de ton corps physique et qui est responsable de la vitalité, de ce flux d'énergie que tu sens quand tu es en forme et que tu ne sens plus quand tu es épuisé même sans raison apparente. Il y a le corps astral, le siège de tes émotions, de tes désirs, de tes peurs. Il y a le corps mental, là où ta pensée prend forme, pas comme une activité cérébrale, mais comme une structure réelle dans un plan d'existence différent. Et il y a des corps encore plus subtils, encore plus proches de cette essence pure que tu es en vérité, que même les mots commencent à trahir. Maintenant, pense à la dernière fois que tu t'es réveillé fatigué sans avoir mal dormi. Pense à la dernière fois où tu as ressenti une tristesse sans raison précise, ou une anxiété diffuse, comme une brume dans ta poitrine. La médecine moderne va chercher des explications chimiques, et parfois elle les trouve. Mais la théosophie te dit quelque chose de différent. Ces états ne viennent pas toujours de ton corps physique. Parfois, c'est ton corps astral qui est agité. Parfois, c'est une turbulence dans une couche de ton être que tu ne peux pas voir, mais que tu peux ressentir. Et cette distinction entre ce qui se passe dans ton corps visible et ce qui se passe dans tes corps invisibles, c'est une des clés les plus pratiques que la théosophie offre à qui veut vraiment se comprendre. Tu n'es pas juste une personne qui a des émotions. Tu es un être multidimensionnel qui vit plusieurs réalités en même temps et qui n'est conscient que de la couche la plus grossière, pour l'instant. Parlons maintenant de quelque chose qui va peut-être te déranger un peu. Quelque chose que tu n'aurais pas imaginé apprendre sur toi-même. Tes pensées ne sont pas dans ta tête. Attends, laisse-moi reformuler. L'activité électrique de ton cerveau est dans ta tête. Mais tes pensées, les vraies, celles qui ont du sens, celles qui créent, qui imaginent, qui aiment, qui craignent, elles existent dans ce que la théosophie appelle le plan mental. Un plan d'existence réel, pas métaphorique, où les pensées ont une forme, un poids, une durée de vie et une influence sur tout ce qui les entoure. Quand tu penses quelque chose avec une grande intensité émotionnelle, tu ne fais pas juste réfléchir. Tu construis quelque chose, une structure dans un plan d'existence que tu ne vois pas mais qui est aussi réel que cette pièce dans laquelle tu te trouves en ce moment. Et ces structures interagissent. Elles s'attirent, elles se repoussent, elles se renforcent. C'est pour ça que des pensées toxiques répétées finissent par créer des schémas dans ta vie. Non pas parce que la loi de l'attraction fonctionne comme une baguette magique, mais parce que tu es littéralement en train de sculpter une réalité dans un plan d'existence adjacent au tien. Et maintenant, demande-toi si tes pensées sont des constructions réelles qui existent quelque part. Qu'est-ce que tu as construit ces dernières années? Quelle structure as-tu érigée dans le plan mental, avec tes peurs, tes rancœurs, tes doutes, tes désirs non exprimés?
Ce n'est pas une question rhétorique. C'est une question qui mérite que tu t'arrêtes vraiment dessus, parce que la réponse explique beaucoup de ce qui se passe dans ta vie en ce moment. La théosophie ne te dit pas de penser positif comme un slogan vide. Elle te dit quelque chose de beaucoup plus sérieux. Tu es un architecte et tu construis en permanence, consciemment ou non. Mais maintenant tu le sais et ça change tout. Parlons maintenant de ce que tu ne te rappelles pas. Et je ne parle pas de ce que tu as oublié cette semaine. Je parle de ce qui existait avant ta naissance. La théosophie soutient que la conscience, ton essence la plus profonde, est ancienne. Bien plus ancienne que ce corps, que cette famille, que cette époque. Et entre chaque vie, il y a une période de transition, d'intégration, d'assimilation de tout ce qui a été vécu. Puis vient une nouvelle incarnation, un nouveau corps, une nouvelle personnalité, un nouveau contexte. Mais la même conscience essentielle qui continue de se développer, de se raffiner, de s'approfondir. Alors pourquoi tu ne te souviens pas de tout ça? Ce n'est pas un accident. La théosophie parle du voile de Maya, le voile de l'illusion, comme d'un mécanisme nécessaire. Si tu te souvenais de toutes tes vies précédentes en arrivant dans cette vie, tu ne pourrais pas vivre celle-ci pleinement. Tu serais paralysé par le poids de tout ce que tu as déjà été, tout ce que tu as déjà fait, tout ce que tu as déjà perdu. Ce voile est une protection, un reset intentionnel. Mais ce voile a des failles, et ces failles, tu les as vécues, peut-être sous forme d'une aptitude naturelle inexplicable pour quelque chose que tu n'as jamais appris. Peut-être sous forme d'une phobie intense pour quelque chose que tu n'as jamais vécu dans cette vie. Peut-être sous forme de cette attirance immédiate et profonde pour certains endroits que tu visites pour la première fois, mais où tu te sens chez toi d'une façon que tu ne peux pas expliquer avec des mots. Ou cette connexion instantanée avec certaines personnes, comme si vous vous connaissiez depuis toujours. Ces failles dans le voile ne sont pas des hasards, ce sont des fils qui remontent, des résonances entre ce que tu as été et ce que tu es. Et la prochaine fois que tu ressentiras quelque chose de ce genre, au lieu de hausser les épaules ou de te dire que tu es trop imaginatif, reste avec ça un moment. Demande-toi ce que ça essaie de te rappeler. Et maintenant, justement, parlons de ce qui relie tout ça. Le fil. Ce fil invisible qui court entre toutes tes incarnations et qui n'est pas là pour te punir, mais pour te ramener vers toi-même encore et encore. Ce fil, c'est ce que la tradition appelle le karma. Mais oublie tout ce que tu crois savoir sur ce mot. Le karma n'est pas une liste de punitions cosmiques. Ce n'est pas un grand livre de comptes où tes mauvaises actions s'accumulent et te reviennent comme des coups de boomerang. Cette vision populaire du karma est une simplification tellement grossière qu'elle en devient presque nuisible. Le karma, dans la vision théosophique, c'est quelque chose de bien plus sophistiqué, de bien plus digne de la complexité de ce que tu es. C'est la loi de la continuité de la conscience. C'est l'idée que chaque pensée, chaque acte, chaque intention crée un mouvement, et ce mouvement cherche sa résolution, pas sa punition, sa résolution. Si tu as laissé une blessure ouverte, en toi ou chez quelqu'un d'autre, le karma crée les conditions pour que cette blessure puisse être guérie. Pas forcément dans cette vie, parfois dans la prochaine, parfois dans plusieurs vies plus tard. Mais l'intelligence qui opère derrière ce mécanisme ne cherche pas la vengeance. Elle cherche l'équilibre, elle cherche l'intégration. Et maintenant, pense à ces schémas dans ta vie, ces situations qui se répètent. Ces types de personnes qui reviennent sous des visages différents, mais avec des dynamiques identiques. Ces mêmes conflits qui surgissent dans des contextes différents, ce ne sont pas des malchances. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des motifs karmiques qui attendent d'être reconnus et transformés. Pas subis, transformés, parce que dès l'instant où tu vois le schéma, tu as le pouvoir de choisir autrement. Et c'est exactement ce que le karma attendait. Le vrai visage du karma n'est pas une punition, c'est une invitation. L'invitation à devenir assez conscient pour ne plus répéter ce qui ne sert plus ton évolution. Et maintenant, voici quelque chose que presque personne ne prend au sérieux. Quelque chose que tu fais chaque nuit, depuis ta naissance.
sans jamais vraiment comprendre ce qui se passe. Tu dors, et quand tu dors, une partie de toi part. La théosophie est d'une précision presque déroutante sur ce sujet. Pendant le sommeil, le corps astral, ce corps de désir et d'émotion dont on a parlé tout à l'heure, se sépare partiellement du corps physique. Il reste relié par ce qu'on appelle le cordon d'argent, un lien énergétique qui maintient la connexion et garantit le retour. Mais le temps du sommeil, cette partie de toi, bien plus libre des contraintes physiques, navigue dans des plans d'existence adjacents. Ce que tu appelles rêve, la plupart du temps, c'est la mémoire fragmentée et symbolique de ces explorations. Ton cerveau physique, au moment du réveil, essaie de traduire des expériences qui ont eu lieu dans un plan d'existence différent, avec ses propres règles, sa propre logique, ses propres dimensions. Et le résultat est souvent chaotique, bizarre, surréaliste, comme si tu essayais de décrire une couleur que personne n'a de mots pour nommer. Mais il y a des nuits différentes. Tu sais de quoi je parle. Ces nuits où tu te réveilles avec la certitude absolue que ce que tu as vécu n'était pas un rêve. Où la clarté est totale. Où tu te souviens de chaque détail avec une précision que les rêves ordinaires n'ont jamais. Où tu as rencontré quelqu'un et la conversation était cohérente, réelle, significative. Où tu as été quelque part et le lieu était stable, consistant, vivant d'une façon que les rêves ne sont jamais. La théosophie appelle ça des expériences sur le plan astral. Et elle dit que ces expériences sont aussi réelles que ce que tu vis ici. Différentes dans leur nature, différentes dans leurs lois, mais tout aussi réelles. Et plus tu développes ta conscience, plus ces expériences deviennent claires. Plus tu commences à les traverser avec lucidité plutôt qu'à les subir dans un brouillard. Alors, la prochaine fois que tu te réveilles avec cette sensation, ne la chasse pas. Ne la rationalise pas immédiatement. Reste un moment dans cet espace entre le sommeil et l'éveil. Et demande-toi, qu'est-ce que j'ai vraiment vécu là? Et maintenant, on arrive à quelque chose qui risque de changer la façon dont tu te vois. Pour de bon, il y a une distinction que la théosophie fait et que presque aucune autre tradition ne formule avec cette clarté entre ce que tu es en ce moment et ce que tu es vraiment, entre ta personnalité et ton individualité. Ta personnalité, c'est tout ce que tu as construit dans cette vie, ton prénom, ton caractère tel qu'il a été façonné par ton enfance, tes expériences, tes traumatismes, tes succès, tes goûts musicaux, ton humour, tes phobies, ton mode de pensée. C'est réel, c'est vivant, c'est toi, mais c'est une version temporaire de toi. Une version construite pour cette incarnation spécifique, dans ce contexte spécifique, avec ses défis spécifiques. La personnalité est un outil, un formidable outil d'adaptation à la vie physique, mais elle n'est pas l'essence. L'individualité, elle, c'est autre chose. C'est ce que la théosophie appelle parfois le soi supérieur, ou le causal body, le corps causal, parce que c'est de là que partent les causes de tout ce que tu es dans chaque vie. C'est la conscience qui se souvient, pas dans les détails d'un agenda, mais dans l'essence des apprentissages. Chaque vie que tu as vécue a déposé quelque chose dans cette individualité. Comme de l'or affiné, tout ce qui était superficiel s'est évaporé. Ce qui reste, c'est la sagesse. La vraie, pas celle qu'on lit dans des livres, celle qu'on a payée avec de l'expérience directe, vie après vie. Et voilà ce qui devrait te faire arrêter une seconde. Cette sagesse est en toi maintenant. Pas quelque part dans une autre dimension inaccessible, en toi, là, dans ces moments où tu sais quelque chose sans savoir pourquoi tu le sais, dans ces intuitions qui se révèlent toujours justes, dans cette voix intérieure qui parle rarement, mais qui, quand elle parle, dit toujours ce qui compte vraiment. C'est ton individualité qui remonte à la surface à travers les failles de ta personnalité. La question n'est pas comment la développer. La question est comment arrêter de la faire taire. Et maintenant? Maintenant, on arrive à quelque chose que la théosophie décrit avec une beauté et une précision qui donnent presque le vertige. Un concept qui n'a pas vraiment d'équivalent dans la pensée occidentale classique. Un concept qui explique pourquoi certaines personnes, à un moment de leur développement, commencent à vivre différemment. Pas parce qu'elles ont tout compris,
mais parce que quelque chose en elle a changé de nature. Ce concept, c'est l'antakarana. L'antakarana, en sanskrit, signifie littéralement l'instrument intérieur. C'est le pont entre ta personnalité et ton individualité, entre ce que tu penses être et ce que tu es vraiment. Et ce pont ne se construit pas en lisant des livres spirituels. Il ne se construit pas en méditant 10 minutes par jour, en pensant à autre chose. Il se construit par des actes de conscience authentiques, par des moments où tu choisis l'intégrité même quand personne ne regarde, par des moments où tu reconnais une vérité sur toi-même, même quand elle fait mal, par des moments où tu choisis le développement de ta conscience sur le confort de tes habitudes. Chaque acte de ce genre pose une pierre de plus dans ce pont. Et à mesure que ce pont se consolide, quelque chose commence à changer dans la façon dont tu perçois le monde. Les choses qui te bouleversaient commencent à te toucher différemment. Pas parce que tu es devenu insensible. Au contraire, tu deviens plus sensible. Mais tu es moins emporté. Tu commences à voir les schémas derrière les événements. Tu commences à ressentir une continuité en toi qui ne dépend plus de ce qui se passe à l'extérieur, comme un fil intérieur qui tient, même dans la tempête. Et voici ce qui est vertigineux. Ce pont est peut-être en cours de construction en toi en ce moment. Peut-être que le simple fait d'être ici, d'écouter tout ça avec attention, d'y reconnaître quelque chose, peut-être que c'est une de ces pierres. Peut-être que chaque moment de lucidité vrai que tu as eu dans ta vie était une de ces pierres. Et tu ne le savais pas, mais maintenant tu le sais, et maintenant on est là. Le moment que tout le reste a préparé. Qu'est-ce que tu es vraiment? Pas ton nom, pas ton corps, pas ta personnalité, pas même ton âme individuelle, dans le sens limité où on utilise ce mot d'habitude. Alors quoi? La théosophie, dans sa vision la plus profonde, celle qui rejoint d'ailleurs les sommets de la physique quantique moderne. Du Vedanta, du soufisme, du mysticisme chrétien, dit quelque chose qui peut sembler simple, mais qui, si tu le reçois vraiment, peut changer quelque chose en toi de façon permanente. Tu n'es pas une partie de l'univers qui essaie de comprendre le tout. Tu es le tout qui s'expérimente à travers une partie. Laisse ça résonner un instant. Il y a une conscience unique. Non pas dans le sens d'une conscience personnelle géante, mais dans le sens d'un champ de conscience fondamental, primordial, dont toute existence est une expression. Ce que la théosophie appelle parfois le logos, ce que les Upanishads appellent Brahman, ce que la physique quantique commence timidement à explorer sous des noms plus techniques, mais qui pointent vers la même réalité. Il y a quelque chose de fondamental dont tout émerge, dont tout fait partie, et qui se connaît lui-même à travers chacune de ses expressions. Et toi avec tes doutes, tes peurs, tes aspirations, tes contradictions, tes beautés, tu es une de ces expressions. Tu n'es pas séparé de cette source. Tu n'as jamais été séparé de cette source. La séparation est l'illusion fondamentale que le voile de Maya maintient pour que le jeu de l'existence puisse se jouer, pour que la conscience puisse s'expérimenter sous des milliers de formes différentes et sous des millions d'angles différents, à travers des milliards d'êtres différents, chacun vivant la sincère conviction d'être seul et séparé, et chacun portant en lui la totalité. Tu es le tout qui a oublié qu'il est le tout, pour avoir le plaisir et parfois la douleur de se redécouvrir. Et voilà pourquoi tu n'as jamais vraiment cru que tu étais juste ce corps, juste cette personnalité, juste cette vie, parce que quelque chose en toi sait, pas de façon intellectuelle, pas parce que tu as lu les bons livres, mais de façon viscérale, fondamentale, inébranlable. Quelque chose en toi sait qu'il y a plus, qu'il y a autre chose, que cette existence physique, aussi réelle et précieuse qu'elle soit, n'est pas le tout de ce que tu es. Cette connaissance n'est pas un espoir, ce n'est pas une croyance consolatrice, c'est une mémoire. La mémoire de ce que tu as toujours été, avant toutes les histoires qu'on t'a racontées sur toi-même. Et maintenant que tu sais ça, maintenant que tu as traversé tout ça ensemble, la question n'est plus « qu'est-ce que je suis ?» La question devient « maintenant que je sais, qu'est-ce que je fais de ça ?» Et la réponse de la théosophie est d'une sobriété qui peut surprendre. Elle ne te dit pas de tout quitter,
Elle ne te dit pas de passer ta vie dans une cave à méditer. Elle ne te dit pas que le monde physique est une erreur à fuir. Elle te dit quelque chose de beaucoup plus courageux. Vis, vis pleinement, vis consciemment, vis en sachant qui tu es vraiment. Et laisse cette connaissance informer chacun de tes choix, chacune de tes relations, chacune de tes pensées. Parce que si tu es vraiment le tout qui s'expérimente à travers une partie, alors chaque moment de ta vie est une occasion pour cette conscience universelle de se connaître un peu mieux elle-même. Chaque acte d'amour que tu poses, chaque moment de lucidité que tu atteins, chaque douleur que tu transformes en compréhension, tout ça est réel. Tout ça compte. Pas dans le grand livre d'un karma vengeur, mais dans le déploiement de quelque chose de bien plus vaste que ce que n'importe quel mot peut contenir. Je n'ai pas venu ici par accident, pas dans ce monde, pas dans cette vidéo. Les âmes qui commencent à poser les vraies questions le font à un moment précis de leur développement. Pas avant, pas après. Le fait que tu sois là, que ces mots résonnent en toi, que tu ne sois pas parti après les premières minutes en te disant que c'est trop abstrait ou trop spirituel, ça dit quelque chose sur où tu en es. La théosophie ne cherche pas à te convertir à une nouvelle religion. Elle te tend un miroir qui montre non pas ce que tu parais être, mais ce que tu es. Et ce que tu vois dans ce miroir, si tu le regardes vraiment, sans te défendre, sans intellectualiser, sans chercher à catégoriser, c'est quelque chose que tu reconnais. Pas quelque chose de nouveau, quelque chose que tu savais déjà. Quelque chose que tu avais juste arrêté de regarder en face. Voilà ce qu'est la conscience dans la vision théosophique. Pas un mystère à résoudre, un mystère à habiter. Un mystère qui n'a pas besoin d'être entièrement compris pour être entièrement vécu. Et la différence entre quelqu'un qui traverse sa vie en dormant et quelqu'un qui la traverse en étant vraiment éveillé, ce n'est pas une question d'intelligence, de diplôme, de croyance ou de pratique spirituelle. C'est une question de si tu as choisi de regarder en face ce que tu es ou pas. Tu viens de faire ce choix. Le fait même d'être arrivé jusqu'ici, d'avoir tenu, d'avoir écouté, c'est déjà un acte de conscience. Une pierre de plus dans ton antakarana, une couche de plus du voile qui s'effiloche doucement. Et maintenant, tu repars dans ta vie. Dans ta journée, dans tes conversations, dans tes obligations. Mais quelque chose a changé, peut-être imperceptiblement, peut-être de façon que tu ne sauras mesurer que dans quelques semaines, quelques mois. Mais quelque chose a changé, parce que la conscience, une fois qu'elle voit quelque chose vraiment, ne peut plus faire semblant de ne pas l'avoir vu. Bienvenue dans ce que tu as toujours été,